Le décor était planté pour un nouveau chapitre de cette routine qu'Elena connaissait déjà si bien. L'odeur de viande brûlée se mêlait à l'air lourd de la petite cuisine, où chaque objet semblait conspirer contre elle. L'horloge indiquait 6h30 et Genadio, comme toujours, arrivait en retard une demi-heure de différence qui suffisait à transformer le dîner en champ de mine. Des casseroles sales s'entassaient dans l'évier, les restes de petit déjeuner collés aux assiettes comme des souvenirs d'une autre journée qui venait à peine de commencer. Une goutte d'eau tombait du plafond, tachant le linoléum usé, tandis que l'odeur de la nourriture brûlée se répandait, annonçant ce qui allait arriver. La porte d'entrée claqua bruyamment, faisant trembler les verres du vieux placard. Elena éteignit le feu en toute hâte, comme si cela pouvait aussi éteindre ce qui allait arriver. « Je suis là », annonça Genadio depuis l'entrée, d'une voix qui portait déjà le poids d'une journée épuisée et la promesse d'une nuit pire. Elle connaissait ce ton, gravé dans sa mémoire comme une phrase. Il ouvrit la fenêtre dans une tentative désespérée de dissiper l'odeur de brûlé, mais l'air froid d'octobre ne fit pas grand-chose pour combattre l'atmosphère oppressante qui s'était installée. Genadio apparut à la porte, la chemise froissée par la fatigue, les cheveux clairsemés ébouriffés, le visage gris de quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules ou du moins c'est ce qu'il aimait croire. Ses yeux balayèrent la cuisine avec dédain, jusqu'à atterrir sur la poêle à frire. « Quelle est cette odeur ?» demanda-t-il, déjà irrité. « Les crêpes ont un peu brûlé, » répondit, la voix tremblante, comme pour s'excuser d'exister. « Juste un peu » explosa-t-il en s'approchant à pas lents et calculés. « Soit tu es aveugle, soit tu le fais exprès. » Ses doigts formèrent des poings et elle recula jusqu'à ce qu'elle s'appuie contre le réfrigérateur, le métal froid à travers sa chemise un avertissement de ce qui allait arriver. C'était toujours comme ça, d'abord les accusations, puis les cris, et puis, le reste. « Écoutez ici, grogna-t-il, si près qu'elle pouvait sentir son haleine chaude et aigre, mêlée à l'odeur de sueur et de frustration. On passe toute la journée à être écrasé au travail. Le patron qui crie, les clients insatisfaits, les objectifs non atteints, pas de prime à la fin du mois. Et pourquoi je rentre à la maison? Pour trouver une femme qui ne sait même pas faire un dîner décent. » Chaque mot était un coup dur, et Elena grimaçait, comme elle l'avait fait pendant 7 ans d'humiliation, 7 ans d'excuses qui n'étaient jamais suffisantes. Genadio ne s'est pas arrêté. « Savez-vous ce que vous obtiendrez avec ces crêpes brûlées ?» demanda-t-il, sa main se dirigeant déjà vers sa ceinture. « Aujourd'hui, c'est à cause de la nourriture avariée. Demain, si je ne répare pas cette vie, ce sera juste pour me rappeler comment respecter un mari. » Le cuir glissa le long des boucles avec un sifflement inquiétant, et Elena ferma les yeux, son cœur battant si fort qu'il semblait se répercuter sur les murs. « Regardez-moi » ordonna-t-il d'une voix tonitruante. « Quand il vous parle, ses faces visibles. » Elle obéit, levant lentement la tête, comme si chaque centimètre coûtait un effort surhumain. Genadio se tenait au-dessus d'elle, la ceinture légèrement pendante dans sa main, le visage rouge de colère. « Maintenant, vous allez apprendre ce qui arrive à ceux qui ne connaissent pas leur place. » C'est alors qu'un bruit assourdissant traversa l'air. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas, comme si quelqu'un l'avait enfoncée avec force. « Y a-t-il quelqu'un là-bas » résonna une voix masculine inconnue dans le couloir. Genadio se figea. La ceinture tomba de ses doigts, comme si elle pesait soudain des tonnes. Son visage perdit toute couleur, la fureur laissant place à quelque chose de très proche de la panique. « Qui est-ce » murmura-t-il, les yeux écarquillés. Des pas fermes approchaient, sans hâte, comme si celui qui les prenait savait exactement ce qu'il allait trouver. Genadio se tourna vers la fenêtre, ses mains tremblantes luttant contre la poignée rouillée. « Genadio, qu'est-ce que tu fais » essaya de demander Elena, mais il se jetait déjà, maladroitement, comme un animal traqué. Un bruit survint de l'extérieur, suivi d'un juron étouffé, il était tombé dans le parterre de roses. À la porte de la cuisine, un homme grand aux larges épaules, vêtu d'un manteau sombre et d'un jean, observait calmement la scène. Cheveux gris, barbe courte, yeux gris qui semblaient avoir trop vu la vie pour être surpris par quoi que ce soit. « Bonsoir » salua-t-il d'une voix calme, presque ironique. « Je suis désolé pour l'intrusion. Je m'appelle Victor, j'habite dans l'appartement du dessus. La porte était ouverte, j'ai entendu des voix, et j'ai décidé d'entrer. »
Hélène ne pouvait pas réagir. Son mari, qui la menaçait de la battre quelques secondes auparavant, s'était enfui comme un lâche par la fenêtre. La ceinture gisait sur le sol, preuve silencieuse de ce qui avait failli se produire. Victor regarda l'objet, puis elle, appuyée contre le réfrigérateur, paralysée. « Est-ce que le dîner a brûlé ?» demanda-t-il, comme s'il commentait la météo. « Les crêpes, balbutia-t-elle, sans avoir la force de mentir. « Cela arrive à tout le monde, a-t-il répondu, assis sur un banc comme s'il était propriétaire de la maison. « Tu sais quelque chose ?» continua-t-il après un silence. « Je ne voulais pas m'immiscer dans la vie des autres, mais les cris étaient si forts qu'ils ont atteint mon appartement et mes fenêtres étaient fermées. » Hélène sentit son visage brûler. Les voisins ont tout entendu. Peut-être que tout le bâtiment le savait. « Voulez-vous du thé ?» proposa-t-il, plus par instinct que par politesse. « Non merci » refusa Victor, ses yeux parcourant la cuisine en désordre, la ceinture au sol, la poêle à frire avec ses restes calcinés. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, juste une compréhension qui faisait plus mal que n'importe quel mot. Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, il resta là, occupé à démonter, pièce par pièce, le château de mensonges dans lequel Helena vivait depuis des années. Victor sourit amèrement, ses doigts jouant avec le bord de sa tasse de thé. « Votre mari est assez agile pour son âge », commenta-t-elle, la voix emplie d'un venin subtil, presque imperceptible. « Tous les hommes de sa catégorie ne peuvent pas se faufiler par la fenêtre comme un chat effrayé. » L'ironie coupait l'air comme une lame, fine et précise. Helena serra les poings près de la cuisinière, ses mains tremblant alors que la bouilloire commençait à siffler. Dehors, des feuilles sèches bruissaient sous des pas prudents. « Votre héros revient », observa Victor, sans la quitter des yeux. Où est-ce la petite souris qui s'est enfuie de sa propre ombre? La porte d'entrée grinça lentement, comme si celui qui l'ouvrait craignait ce bruit. Gennady entra dans la cuisine, couvert de terre et de feuilles, sa chemise déchirée à plusieurs endroits, une égratignure rouge sur la joue. Il ressemblait à un homme vaincu, pas au tyran qui, quelques minutes auparavant, brandissait une ceinture comme arme. Les yeux de Victor l'examinaient avec un dédain presque clinique. « Gennady Petrovitch, je ne m'attendais pas à te voir si tôt, » dit-il sèchement. « Toi non plus, » répondit Gennady, essayant de retrouver un semblant d'autorité, mais sa voix était faible, comme si les mots pesaient plus qu'il ne pouvait porter. « Surtout de mes propres rosiers. » Helena versa le thé dans 3 tasses, la vapeur montant en spirale frémissante. L'arôme chaud emplissait la cuisine, mais personne ne semblait capable de respirer profondément. « Asseyez-vous, Gennady » invita Victor en désignant la chaise avec un geste qui n'était pas une demande. « De quoi allons-nous parler ?» demanda Gennady en se frottant les mains, comme pour essayer d'effacer la culpabilité qui s'accrochait à ses doigts. « De la vie de famille » répondit calmement Victor. « Le genre où les femmes sont élevées avec une ceinture et crient à 5 heures de l'après-midi. » Gennady déglutit. Ses yeux se tournèrent entre Victor et Helena, qui restaient immobiles près du poêle, les mains toujours tremblantes autour de la tasse. « C'était un malentendu » balbutie-t-il en tendant la main pour ramasser la ceinture abandonnée sur la table. « Juste une dispute, tous les couples en ont. »« Avec une ceinture ?» Victor haussa un sourcil. « Tu ne l'as pas touchée, bien sûr. Tu l'as juste sortie de ton pantalon pour aérer la pièce ?» Gennady pinça les lèvres. Il faisait chaud. « C'est tout. Et je suis sortie par la fenêtre parce que j'avais besoin d'air. » Victor rit, un rire bref et sans joie. « Par la fenêtre. » Bien sûr. Parce que la porte, imaginez, était verrouillée. Helena s'assit finalement à table, enroulant ses mains autour de la tasse comme si elle cherchait la chaleur ailleurs que dans ses doigts. « Écoutez, » coupa Gennady, la voix rauque de frustration. « Ce ne sont pas vos affaires. Ce sont nos problèmes. » « Oui, ils le sont, » acquiesça Victor, sans cligner des yeux. Quand un homme lève la main vers une femme, cela devient le problème de tout le monde. Surtout quand cet homme court par la fenêtre au premier signe de témoin. « Je ne l'ai pas frappé. » Gennady explosa, mais le cri semblait creux, comme s'il n'y croyait pas lui-même. « Quand même, » corrigea doucement Victor. Helena, il se tourna vers elle, sa voix étant désormais douce,
presque intime. Dites-moi la vérité, est-ce la première fois qu'il vous menace de violence? Ses yeux mirent un moment à se lever, se fixant d'abord sur Gennady, puis rencontrant ceux de Victor. Non, physiquement, murmura-t-il, si bas qu'on l'entendait à peine. Mais les mots sont comme des couteaux depuis des années. Comment? Victor insista, et quelque chose dans cette question sembla briser un barrage. Il crie. Il m'humilie. Il dit que je suis inutile, que je ne suis bon à rien. Léna, pour l'amour de Dieu, essaya de l'interrompre Gennady, mais Victor leva la main, le faisant taire d'un regard noir. Continuez. Et Helena continua. Les mots coulaient comme l'eau d'une plaie ouverte, les dîners brûlés, les vêtements mal pliés, les cheveux moches, les années où on lui disait qu'elle était un fardeau, que personne ne voulait d'elle, qu'elle devait être à genoux. Aujourd'hui, il a dit qu'il allait me frapper pour mon propre bien. Gennady ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour que tu saches où tu es, ajouta Victor, et le silence qui suivit fut si épais qu'il semblait solide. Intéressant, murmura-t-il après un long moment. À la maison, un lion. Devant un inconnu, un rat d'égout. Je ne suis pas un rat, cria Gennady en frappant la table. Je suis un homme qui travaille, qui fait vivre cette famille. Et ça te donne le droit de traiter ta femme comme de la saleté? Victor n'élevait pas la voix, mais chaque syllabe était un marteau. D'exiger la perfection avec des menaces? Gennady se laissa tomber sur sa chaise, ses arguments s'évanouissant comme de la fumée. Helena le regardait comme si elle le voyait pour la première fois, non pas le monstre qui la terrifiait, mais un petit homme fragile, recroquevillé sous le poids de ses propres mensonges. Tu sais, Gennady, dit calmement Victor, comme s'il commentait la météo. J'ai déjà vu cette histoire. Quelle histoire? Gennady grommela avec méfiance. C'est celui de mon père. Les doigts de Victor se resserrèrent autour de la tasse. Il battait ma mère. Chaque jour, une nouvelle raison, le déjeuner froid, la chemise froissée, le mauvais look. Une ombre traversa son visage. Elle a tenu 20 ans. Elle pensait que c'était pour le bien de ses enfants. La voix se durcit. Jusqu'au jour où il lui a cassé 3 côtes. Il l'a envoyé à l'hôpital comme un colis défectueux. Et alors, essaya Gennady d'un ton provocateur, mais il s'avéra pathétique. C'est pour ça que les hommes comme toi ne changent pas, le regarda Victor. Aujourd'hui, c'est la ceinture. Demain, ce sont les coups de poing. Puis l'hôpital. Tu ne me connais pas. Gennady sauta de sa chaise, les veines de son cou ressortant. Oui, Victor ne bougea pas, je connais l'odeur d'un homme craintif. Celle qui crée la terreur dans la maison et se cache derrière les rideaux lorsqu'un vrai homme apparaît. Helena écouta et quelque chose en elle, quelque chose enfoui depuis des années commença à bouger. Ta mère, hésita-t-elle. Que lui est-il arrivé? Victor sourit, un véritable éclair. À 50 ans, elle a divorcé. Elle a commencé une nouvelle vie. Et, était-ce heureux? Demanda Helena, comme si la réponse pouvait être une carte. Elle s'est remariée. Elle a passé 15 ans avec un homme qui la traitait comme quelqu'un d'autre. Avant de mourir, elle m'a dit que son seul regret était de ne pas partir plus tôt. Gennady traîna la chaise, le métal craquant sur le sol. Assez de ce théâtre, grogna-t-il. Nous sommes une famille normale. Je ne te frappe pas, se tourna-t-il vers Helena, désespéré. Pas encore, corrigea Victor, impassible. Mais aujourd'hui, c'était proche. Et demain? Quand aura lieu la prochaine dispute? J'ai des problèmes au travail. Gennady essaya de se justifier, mais Victor l'interrompit, il y a toujours une excuse. Il y a toujours une raison. Et c'est toujours de sa faute. Gennady poussa fort la chaise et se leva. Assez. Chez moi, c'est moi qui commande. Ta maison? Répéta Victor calmement. À qui est cette maison, Gennady? Le silence était un couteau. Gennady se figea. Dit Helena pour la première fois avec une fermeté qui semblait étrange à ses propres oreilles. C'est à moi. Hérité de ma grand-mère. Privatisé en mon nom. Gennady la regarda, stupéfait.
Ça ne change rien. Nous sommes mariés. Ça change tout, répondit-elle, et pour la première fois depuis des années, sa voix ne trembla pas, c'est ma maison. Et je ne permettrai plus à quiconque de me traiter comme un intrus. Léna, pour l'amour de Dieu. Gennady tendit la main, mais elle recula. Non. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Victor regardait, sans intervenir. Ce n'était pas nécessaire. La bataille était déjà gagnée. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. Gennady, les poings serrés et la fierté blessée, tenta un dernier tour. Oublie ces bêtises, Léna. Je jure que je vais changer. Cette fois, c'est différent. Mais elle connaissait déjà ce scénario par cœur. Combien de promesses non tenues? Combien de nuits de larmes avalées? Combien de fois avait-il juré, entre deux sanglots de regret, qu'il n'élèverait plus jamais la voix ni la main? Combien de fois, Gennady? Sa voix, autrefois tremblante, coupait désormais l'air comme une lame. Combien de fois as-tu promis et combien de fois ai-je cru? Il ouvrit la bouche, mais aucune excuse convaincante ne sortit. Juste l'écho de ses propres mensonges, revenant le hanter. Non. Il est trop tard maintenant. Léna se leva et, pour la première fois depuis des années, ne broncha pas lorsqu'il s'approcha. La nuit dehors était épaisse, éclairée uniquement par les faibles lampadaires qui perçaient à peine l'obscurité. Quelque part dans les buissons, une brindille s'est cassée, peut-être un animal, peut-être le vent. Ou peut-être simplement le bruit d'un homme qui, pour la première fois de sa vie, n'avait nulle part où s'enfuir. Qu'est-ce que tu veux, Léna? Sa voix se brisa, révélant la peur qu'il cachait toujours derrière la fureur. Pour que je parte? Oui. Un mot. Une phrase. Pas de regard en arrière. Mais c'est ma maison. Cria-t-il, comme si le volume pouvait renverser le verdict. Ma maison. C'était. Corrigea-t-elle fermement. Maintenant, c'est juste le mien. Et je ne partagerai plus mon espace avec quelqu'un qui me fait me sentir plus petit que moi. Ses yeux cherchaient Victor, comme si le vieil homme pouvait être son dernier allié. Victor Petrovitch, tu es un homme. Tu comprends. Parfois, une femme a besoin d'un ajustement. Le mot sonnait sale, comme toujours ses justifications. Victor ne cligna pas des yeux. Non, Gennady. Une femme a besoin de respect. Ma femme me respecte parce que je ne lui ai jamais donné de raison d'en douter. 30 ans ensemble, et je n'ai jamais élevé la voix, encore moins la main. La simplicité de la vérité fut comme un coup de poing dans l'estomac de Gennady. Le respect ne s'exige pas. Il se mérite. Le silence qui tomba fut lourd. Gennady essaya une fois de plus, sa voix étant désormais un gémissement pathétique. Léna, donne-moi juste une chance de plus. Pour tout ce que nous avons vécu. Je t'ai déjà donné 7 ans de chance. Elle ne le regardait pas. Il n'y avait aucune colère dans son ton, juste une certitude glaciale. 7 ans à me convaincre que j'étais le problème. Aujourd'hui, j'ai enfin compris, le problème, c'était toujours toi. Elle se rassit à table, prit la tasse de thé froid entre ses doigts. Demain, tu fais tes valises et tu trouves un autre endroit où vivre. C'est impossible. Je n'ai pas d'argent pour louer quoi que ce soit. Son désespoir était réel, pour la première fois, Gennady était confronté aux conséquences de ses choix. Vous êtes intelligent. Vous avez choisi d'être cruel. Maintenant, choisissez d'être responsable. Léna ne laissait aucune place à la discussion. Ou préféreriez-vous que j'appelle la police pour vous aider à faire vos valises? Il la regarda, cherchant une faiblesse, une ouverture. Mais il n'a trouvé qu'une seule femme qui, après des années de recroquevillement, s'était enfin redressée. Et si je change? Pour de vrai? Et si je prouve que je peux être différent? Elle soupira, comme si elle évaluait la possibilité. Dans 1 an, si tu as vraiment changé, nous pourrons en parler. Pas avant. Il n'y avait aucun espoir dans sa voix, seulement une condition. Celui qu'il savait qu'il ne pourrait pas réaliser. Gennady est parti sans rien dire d'autre. La porte d'entrée claqua avec un fracas qui résonna dans la maison vide. Léna et Victor restèrent silencieux,
finissant le thé qui avait perdu depuis longtemps sa chaleur. Ça va être difficile, murmura Victor, plus comme une réalisation que comme un doute. Oui, acquiesça-t-elle. Mais c'est moins difficile que de continuer comme ça. Il se leva, ajustant sa veste. Si vous avez besoin de quelque chose de conseil, d'un témoin, d'un marteau pour clouer la porte qu'il ne franchira plus, appelez simplement. Lena sourit pour la première fois cette nuit-là. Merci pour tout. Victor hocha la tête. Ma femme m'attend. Et demain? Il hésita, comme s'il choisissait ses mots. Demain, tu repars de zéro. Pas de cris. Pas de peur. Juste la vérité. Elle était seule dans la cuisine, lavant les tasses, jetant les restes des colletas brûlés, symbole d'une vie elle aussi réduite en cendres. Lorsqu'il éteignit la lumière, le silence dans la maison n'était plus oppressant. C'était juste le vôtre. Pour la première fois depuis des années, Lena dormait sans broncher. Sans attendre le prochain cri, la prochaine excuse, le prochain coup. Elle a dormi comme quelqu'un qui sait que le matin, le soleil se lèvera et cette fois, ce sera pour elle.